Donc il n'y a plus d'espace, c'est l'amour infini, la lumière, au-delà de Dieu. Il y a beaucoup d'éléments que les gens racontent qui sont en commun. Par exemple, la douleur a disparu, la douleur de l'accident, la douleur de l'arrêt cardiaque. Et ils ont le sentiment, je suis mort. Et parfois, ils ont des perceptions d'un point de vue différent de celui du corps. Par exemple, ils se voient depuis le plafond. Et on peut vérifier qu'ils ont bien enregistré ce qu'il se passait. Cela peut être effrayant pour à peu près 15% des gens. Ils voient un petit point de lumière vers lequel ils sont attirés. Ils voient un tunnel. Et donc ils entrent dans une autre dimension avec des très belles couleurs, des très beaux paysages. Et aussi un être de lumière et de l'amour inconditionnel et la sagesse. On connaît toutes les réponses avant même d'avoir posé la question. Et on se sent vivant et entièrement accepté et avec un sentiment d'amour qui dépasse ce dont on peut faire l'expérience ici. Est-ce que ce sont des choses qu'ils racontent juste après être revenus? Ou est-ce que ça leur prend un peu de temps pour se rendre compte qu'ils sont revenus? De nos jours, les expériences de mort imminente sont très courantes et je me demande même si ça a évolué depuis ces premières histoires que vous avez eues et aujourd'hui où maintenant il y a beaucoup de gens qui en parlent. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'éléments communs ou est-ce que ce sont les mêmes? Eh bien, Bruce Grace aux États-Unis a fait une étude en comparant les rapports d'expériences de mort imminente avant 75 et après 75, après l'apparition de ce livre Book of Life. Et en fait, ce sont les mêmes récits, et même Platon, il y a 2000 ans, racontait l'expérience d'un soldat qui était la même, mais avec des mots différents. Donc on retrouve toujours les mêmes éléments. Donc il y a la lumière, cet être de lumière, et on passe sa vie en revue. On revit toute sa vie. Chaque pensée que l'on a eue est enregistrée. Pensez-y, chaque pensée que vous avez eue envers quelqu'un et son influence sur cette personne. On est connecté à tout ce qu'on a pensé et fait. On est aussi connecté aux ressentis et aux pensées des autres. Quelqu'un a dit, c'est comme si je voyais tout. J'étais tout. Et quelquefois, il voit aussi le futur. Il y a quelqu'un qui racontait qu'il avait tout noté et qu'après, il pouvait vérifier que cela s'était réalisé. Quelquefois, ils arrivent à une frontière et ils savent que si ils la franchissent, alors ils ne pourront pas revenir. Et ils reçoivent le message parfois que ce n'est pas encore le moment pour eux. Et donc ensuite, ils reviennent dans le corps, ce qui est très difficile parce qu'ils ressentent de nouveau la douleur et les restrictions de leur maladie. Donc le retour est très difficile. Et ils sont en général déçus de revenir. C'est aussi un gros problème puisque les médecins ne les croient pas. Oui, les médecins disent non, vous avez une hallucination, c'est tout. Voilà, on leur donne des médicaments. Bon, vous rencontrez beaucoup de médecins, n'est-ce pas? Vous avez des congrès. Eh bien, d'abord, au début, moi, je n'entendais pas ce genre d'expérience parce que je ne les avais pas demandées. Donc, il faut les demander. Il y a des médecins qui sont tellement réticents. Je me souviens d'une conférence dans une université. On parlait des expériences de mort imminente et un homme s'est levé et a dit « Je suis cardiologue. Depuis 25 ans, je n'ai jamais entendu d'histoire aussi absurde. C'est n'importe quoi. » Et puis un autre homme s'est levé et a dit « Je suis un de vos patients. Et moi, j'ai eu une expérience de mort imminente. Mais je n'en ai jamais parlé. » Et donc, ils sentent, ces patients, que les médecins ne sont pas ouverts. Et ces médecins n'en entendront jamais parler. Mais comment est-ce que vous gérez ça? Bon, je sais que tout le monde va devoir faire face à ça. Mais vous avez cette vision scientifique et vous avez ces récits d'expérience. Comment est-ce que vous gérez
ces réactions de la part de vos collègues? Comment est-ce que vous amenez votre expérience dans la réalité? J'imagine qu'une part de vous a envie de rendre ça très tangible pour eux. Je n'ai jamais essayé de convaincre les gens, jamais. S'ils ne croient pas, alors ils ont un problème. Je ne fais pas l'effort de les convaincre. J'ai mes découvertes, j'ai mes recherches. J'ai cherché comment expliquer ces expériences et ma conclusion, c'est que la conscience est non localisée et que le cerveau est un facilitateur et non un générateur de conscience. Donc je fais beaucoup de conférences dans l'université, dans les hôpitaux, mais je rencontre encore beaucoup de médecins qui sont fermés à tout ça. Je pense que ça, c'est un préjudice et une ignorance volontaire. Parce que si les gens s'ouvraient à cela, le monde s'écroulerait et pour eux, ce n'est pas acceptable. Je ne veux pas qu'ils aient peur à cause de leurs croyances. Donc vous continuez, vous faites votre travail, vous voyagez beaucoup, vous revenez de Bruxelles. Oui, je voyage dans le monde entier. Et toutes mes conférences sont surbookées. Les gens sont tellement ouverts maintenant. Les consciences sont en train de changer. Et de plus en plus de gens peuvent nous raconter ce qui se passe parce que de plus en plus de gens ressuscitent et survivent des conditions médicales critiques. Et aussi beaucoup plus de gens font de la méditation. Et donc font l'expérience d'autres états de conscience. De plus en plus de gens sont prêts à partager leurs ressentis et leur vécu intime avec les autres. Mais il y a encore un problème en Occident pour partager ces expériences parce que les gens ne sont pas ouverts. Est-ce qu'on peut parler de la neuroplasticité, de l'ADN poubelle et de la physique quantique? Quelles sont les découvertes que vous avez faites par rapport à ça? Eh bien, d'abord, la neuroplasticité. Si la conscience est non localisée, cela veut dire que tout est connecté au-delà du temps et de l'espace. Et que les gens ressentent intuitivement qu'ils sont connectés aux autres, avec la planète, avec les animaux, avec les plantes. Ils se sentent interconnectés parce que leur seuil de conscience a été modifié. Les capacités de réceptivité ont augmenté. Ils reçoivent de l'information des autres. On appelle ça de l'échange d'informations non locales. Et ces informations ne sont pas reçues par les sens, par le corps. Et donc cette conscience peut aussi changer la structure de la matière. Donc nous pouvons changer nos fonctions cérébrales. C'est ça la neuroplasticité. Quand on fait de la méditation, la structure de notre cerveau va changer et on peut la mesurer avec les électroencéphalogrammes. On voit des changements permanents chez les gens qui font de la méditation pendant longtemps et même chez ceux qui en font pendant 6 semaines. On voit des changements dans le cerveau de ceux qui font la pleine conscience ou avec le placebo, où les gens croient qu'ils prennent un médicament contre la douleur ou contre la dépression ou contre Parkinson. Ils s'améliorent juste en ayant l'idée qu'ils prennent un médicament. Et on voit les changements dans le cerveau se produire. On voit la dopamine qui monte. Et cela change juste parce qu'ils croient recevoir un médicament. Et donc, les changements de conscience amènent des changements dans le corps et dans le cerveau. Et donc, on arrive aussi à la perception du corps dans son ensemble. Et je pense que l'ADN a aussi une fonction d'interface et une fonction de réception. Et un autre avion magnifique. On l'entend vraiment parce que c'est un micro unidirectionnel. Donc on sait de l'ADN que 4% a une fonction et 96% est appelé l'ADN poubelle parce qu'on ne connaît pas sa fonction. Mais je pense qu'il n'y a rien qui est à mettre à la poubelle. Je pense que juste on ne sait pas encore à quoi il sert.
Et je pense que cet ADN poubelle a un rôle de réception de l'information de la part de ces échanges non localisés. Cela peut être de l'information, de l'amour, ou de l'information subconsciente. Si on se rend compte qu'une nouvelle créature est née, créée par l'ovule et le spermatozoïde, qu'un nouvel ADN spécifique apparaît dans le monde, et quand les cellules se développent, elles se transforment en cellules du cœur, cellules pour les yeux, cellules pour la peau, mais la structure de l'ADN est la même dans chaque cellule et pourtant la fonction de chaque cellule est différente. Donc qu'est-ce qui a fait que l'ADN a pris une fonction différente? Voilà, c'est ça de l'information non locale. Donc on reçoit cette information morphogénétique ou quel que soit le nom qu'on lui donne. Et on reçoit cette information dans notre corps. Et on a aussi l'information qui vient de l'épigénèse, que la structure de l'ADN est la même, mais la fonction change suivant l'information qui vient de l'extérieur. Et il y a aussi la génétique, donc l'information que vous recevez de vos grands-parents sera transmise à vos enfants. Donc cette information de l'extérieur change la fonction de l'ADN. Donc l'environnement est très important.